Nous sommes le samedi 1er novembre 2014, à un mois de mon anniversaire, et je vais vous parler justement des problèmes de conscience qui se posent à un astrologue face à des résultats positifs qui sont plus gênants qu'autre chose et qui risquent d'induire en erreur lui-même et éventuellement d'autres personnes qui le suivent. Il y a bien sûr le cas de 1989 qui semble avoir confirmé la valeur du cycle Saturne-Neptune, alors qu'à mon avis, ça ne confirme rien du tout. Même s'il y a l'anecdote de la prédiction, etc. et de son récit. Eh bien, il m'est arrivé la même mésaventure, entre guillemets, pour la prévision que j'ai faite pour 1995. Quand je dis que j'ai faite, c'est une façon de parler d'ailleurs. Parce que la prévision, elle n'est réalisée que lorsqu'elle est réalisée. Alors, faire une prévision comme cela, bon, enfin, il y a cette question de savoir si la prévision existe avant qu'elle ne soit réalisée. Bon, ça c'est une question de sémantique. Mais j'ai vécu depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, dans une espèce de dilemme assez déchirant, à savoir, est-ce que je devais m'appuyer sur cette prévision pour 1995 qui semblait confirmer, bien que jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est une période qui a été importante, la fin décembre 1995, ayant connu comme un exemple extraordinairement parlant de mouvement populaire par les sociologues, les historiens. Donc est-ce qu'il fallait valider cette prévision, et non seulement la valider, mais valider tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout le système qui la sous-tend. Et est-ce que cela était compatible avec mes autres travaux, mon système global de la conjonction et de disjonction, qui est fondé, lui, sur les étoiles fixes royales, alors que les travaux de 1994 étaient fondés sur l'approche de Saturne par rapport au point vernal à 0 degré Bélier. C'était une autre démarche. D'autre part, on ne s'intéressait qu'à la position de Saturne à cet endroit-là, et non pas, comme dans mon système par la suite, aux 4 positions de Saturne dans les 4 signes mutables. Et donc, un autre obstacle qui venait compliquer considérablement les choses, c'était une série de résultats que j'avais obtenus par ailleurs concernant la position de Saturne à la moitié du signe cardinal. J'avais notamment publié des trucs sur une périodicité de 21 ans, qui était empirique, si vous voulez, mais qui regroupait 3 cycles de 7 ans, 1968, 1989, 2011, qui était assez impressionnant. Mais comment rendre compatible cette série marquée par la position de Saturne au milieu du signe cardinal et l'autre série concernant mon travail intitulé L'astrologie selon Saturne, paru en 1994 puis en 1995, et qui mettait en avant la position de Saturne dans la deuxième moitié du signe des Poissons, et donc par extension, par extrapolation, dans la deuxième moitié du signe mutable. Sachant que la conjonction elle-même se situait au début du signe mutable, donc pas très loin devant. Tout ça, c'était une sorte de casse-tête.
jusqu'au moment où je me suis aperçu que mon travail de 1994 péchait singulièrement. Non pas sur ce cas précis de 1995, du moins pas immédiatement, mais pour les autres dates qui se succédaient de 30 ans en 30 ans, depuis 1789 jusqu'en 1995-97, donc sur plus de 2 siècles. Et je m'apercevais ainsi que j'avais choisi finalement les éléments qui allaient dans le sens de ma grille, en oubliant ceux qui allaient dans le sens inverse. C'est évidemment un des dangers majeurs de ce genre de recherche. Comment y échapper, c'est toute la question. Je vais prendre quelques exemples. Donc, la conjonction, c'est ce que j'appelle l'exploit individuel. Un peu comme l'exploit, par exemple, de, je sais pas, un footballeur qui marque tout seul un but et qui ne fait aucune passe. L'exploit individuel, un personnage isolé qui, à lui tout seul, arrive à berner et à contourner et à tromper toute une équipe en face de lui. Or, les périodes que j'avais pointées en 1994 n'étaient pas exempts précisément de ce genre d'exploit, de ce genre de surprise. Et donc, par conséquent, je m'aperçus que ce qui s'était passé à la moitié du poisson relevait de la conjonction et non pas de la disjonction. C'était vrai, par exemple, en 1789, avec un personnage aussi éminent et aussi marquant que Mirabeau, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. C'était vrai en 1848, lorsque Napoléon Bonaparte, le neveu du grand Napoléon, arrive à se faire élire président de la République, de la Seconde République. Extraordinaire, quoi. Et puis d'autres exploits comme ça, assez remarquables, comme en 2002, Jean-Marie Le Pen qui se maintient au second tour, face à Chirac, devançant Lionel Jospin, le Premier ministre sortant. Et en 1995, l'exploit aussi de cette fameuse année 95, justement, l'exploit également de Jacques Chirac, qui revenait de très très loin, face au premier tour à Édouard Balladur, qui était le Premier ministre sortant, un ami de longue date, mais qui avait finalement préféré jouer sa carte que de laisser la place à Chirac, et face à Jospin, encore une fois avant, qui était quand même le successeur du Parti socialiste qui reprenait un peu la politique, qui entendait reprendre la politique de François Mitterrand, qui avait été un petit peu mise entre parenthèses avec la cohabitation de 93. Il faut signaler aussi le cas de 1965. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, quand je lis mon article, enfin mon passage sur 1965, je vois qu'il y a une petite exagération, parce que je parle de 1965 et puis je bascule vers 1968. Donc, c'est pas d'une clarté évidente. Mais en 1965, c'est l'exploit de François Mitterrand lui-même, qui met en ballottage Charles de Gaulle, dans la première élection au suffrage universel de la Ve République. Donc, les exploits personnels ne manquent pas dans ma fameuse série de Fin Poisson. Et vous me direz, mais alors comment distinguer? Pourquoi est-ce que ces dates cette série de dates, de 8 dates qui s'échelonnent de 1789 à 1989, pourquoi ne sont-elles pas de la disjonction mais de la conjonction?
Et en quoi se distingue-t-elle de ce que vous appelez la disjonction pour les périodes, par exemple 1968, 1989, 2011? Mais je répondrai la chose suivante. Je répondrai que, précisément, la période de disjonction ne fait pas apparaître un leader exceptionnel. Le grand phénomène de la disjonction, c'est vraiment l'exploit collectif. C'est le peuple. On a été très marqué, notamment en 2011, avec le printemps arabe, par ce qui s'est passé au Caire. On a été également marqué par les événements en 1989, par exemple en Roumanie. Roumanie, d'ailleurs, qui n'était pas partie, proprement parler, du bloc communiste, du pacte de Varsovie, etc. Et par conséquent, la disjonction, c'est un événement qui se produit, mais qui se produit sans s'accompagner d'une mise en orbite d'un personnage exceptionnel, qui va s'imposer à la suite de cela. Et effectivement, 1968 n'a pas conduit à l'émergence d'un personnage exceptionnel, puisque le départ de De Gaulle qui va suivre sera suivi par l'arrivée de Georges Pompidou, qui n'est pas vraiment un personnage qui est l'expression de mai 68, donc on puisse dire. En 1989, les mouvements populaires ne font pas non plus apparaître de personnages exceptionnels. Et en 1960, et en 1900 et en 2000, donc en 2011 non plus. Ce n'est qu'ensuite, lorsque la phase conventionnelle va suivre, que là on aura effectivement des personnages qui vont s'imposer, qui reviennent de loin. Donc le véritable dialectique, c'est l'exploit personnel ou l'exploit collectif. Dans le cas de décembre 1995, d'abord, premièrement, ma prévision ne concernait pas spécialement le mois de décembre 1995. Loin de là. Elle concernait une période beaucoup plus longue. Bon. Il s'agit de la conséquence, en réalité, de mesures prises, notamment par Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, disait Chirac à l'époque, qui venait d'être élu. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable à quel point quelle différence avec 68. En 95, c'est l'année même de l'élection présidentielle. On ne peut même pas dire qu'il y a une fatigue par rapport au président. Il n'y a pas non plus de fatigue par rapport au Premier ministre, qui vient d'être élu. Et donc, on voit bien qu'il s'agit d'autre chose. C'est pas comme en 68. En 68, on avait 10 ans de Ve République, 10 ans de De Gaulle. Là, c'est pas le cas. On sort d'une situation de cohabitation assez compliquée, avec une nouvelle élection, et qui n'aura d'ailleurs aucune, à la différence de 68, qui sera suivie malgré tout, qu'on le veuille ou non, par le départ de Gaulle l'année suivante. Là, il n'y a aucun effet au niveau gouvernemental, les événements de 95. Ça va suivre son cours comme si de rien n'était. Si ce n'est, en 97, évidemment, la dissolution de l'Assemblée souhaitée par Juppé, et qui fait revenir une nouvelle cohabitation avec Jospin, qui va être Premier ministre pendant 5 ans, jusqu'en 2002, avec l'issue qu'on connaît d'ailleurs. Et l'issue, justement, qui fait apparaître
un autre rapport de force. Bon, donc, pour en revenir à notre affaire, voyez-vous, pour pouvoir prendre la mesure de cette affaire de 95 et en relativiser l'importance, et ne pas en faire une affaire personnelle en quelque sorte, c'est-à-dire ne pas y voir, comme dirait Barbeau, un moment majeur de ma carrière prévisionnelle, ce qui va l'enferrer quelque part dans cette prévision qui finalement, sur le plan de la pensée astrologique, n'a fait pas sens, parce que une conjonction Saturne-Neptune, qu'est-ce que ça veut dire? Et les autres conjonctions, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et d'autre part, il y a le problème de Neptune, qui est une planète transsaturnienne, et puis il y a aussi le fait que ce soit lié à la Russie, localisation, conjonction, là, c'est une des choses les plus aberrantes que je connaisse. L'astrologie n'a pas à être limitée à un pays donné, et une configuration n'a pas à pointer un pays donné. Donc il a fallu, pour que je puisse prendre sur moi d'éliminer et d'évacuer cette réussite prévisionnelle, à laquelle j'aurais pu être attaché au fond. Donc écoutez, moi j'ai prévu ça. J'ai écrit ça, et puis ça se produit. Donc il y avait une tentation à laquelle j'ai résisté parce que ça ne correspondait pas à mes travaux ultérieurs. Et je pense que il ne faut pas revenir en arrière. Le tort d'André Barbeau, en 1989, parce qu'au fond, il avait abandonné cette prévision depuis longtemps. Il faut dire les choses comme elles sont. Il était parti dans tout à fait autre chose. Il ne faut pas oublier que André Barbeau a voulu, en fin de compte, s'émanciper de la tutelle de son frère Armand Barbeau. Et en élaborant en 1967 son indice de concentration planétaire, dans son ouvrage Les Astres et l'Histoire, il s'éloignait complètement de la théorie du cycle planétaire, deux planètes comme ça qui se rejoignaient. Lui, il voulait faire la synthèse des cycles planétaires, et pas être prisonnier d'un cycle planétaire pour un endroit donné. Il voulait un phénomène mondial. Alors ça, c'est un problème. Il a été piégé par cette idée, qui n'avait aucun sens d'ailleurs pour les siècles précédents, de ces deux guerres mondiales. Tout d'un coup, il s'imaginait que, puisqu'on allait faire la synthèse de toutes les conjonctions, on allait pouvoir déterminer une sorte de processus mondial. Et après, malheureusement, il en a été contraint d'étudier ce fameux cycle de 67 en prenant en compte des événements ponctuels ici et là, comme la guerre entre l'Irak et l'Iran, des choses comme ça. Bon, c'était des lots de consolation. Bon, c'était un pis-aller. Donc, Barbeau avait abandonné, il faut dire les choses comme elles sont, moi je suis historien d'astrologie, donc je sais de quoi je parle, avait abandonné cette théorie Saturne-Neptune qu'il avait émise en 52, quand il avait 30 ans. Il était passé à autre chose, de plus ambitieux, de plus nouveau, de plus révolutionnaire, mais qui portait un défaut de construction en soi, puisque la notion de mondialisation est un artefact très particulier qui s'est produit en 1914 et 1940, mais qui n'a aucun précédent et qui probablement n'aura peut-être pas non plus de suivi, et qui était d'ailleurs lié à toute une stratégie diplomatique très dangereuse, du genre voilà, si tel pays fait la guerre, nous on est alliés avec ce pays donc on fait la guerre. C'est comme ça qu'a commencé la guerre de 14. Un Serbe bosniaque tue l'archiduc, héritier de l'Empire austro-hongrois. La Russie se solidarise avec la Serbie, qui est adversaire de l'Autriche-Hongrie. La France
qui est l'allié contre l'Allemagne de la Russie, depuis déjà plusieurs décennies, suivent le mouvement. Et l'Angleterre, quelque part aussi, dans ce qu'on appelle un système à trois positions, qui s'oppose à un autre système à trois positions, qui est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie. 3 contre 3. Et finalement, tout ça va s'embraser. Plus les États-Unis qui vont suivre en 1917. Et en 1940, c'est un peu la même chose. La Russie attaque la Pologne, enfin l'Allemagne et la Russie attaquent la Pologne, avec un renversement d'alliance remarquable qui va durer que 3 ans, en 1938, jusqu'en 1941, jusqu'à ce que Hitler redirige contre la Russie. Et la France alliée de la Pologne, qui n'a pas su se solidariser avec la Tchécoslovaquie en 1938, l'année d'avant, envahi par les nazis, dit cette fois-ci, on ne laisse plus passer, on déclare la guerre. Et l'Angleterre aussi va déclarer. Donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des phénomènes très particuliers qu'il aurait fallu isoler dans le temps. Cela dit, Barbeau avait aussi sur la conscience l'affaire de Cuba. Parce que l'affaire de Cuba, qui a quand même été la grande alerte post-Seconde Guerre mondiale, en 1962, avec les missiles, je ne sais pas comment ça s'appelait, russes, installés sur l'île de Cuba, en face de la Floride, en face des États-Unis, avec un Kennedy qui était quand même relativement indicatif. Barbeau n'a pas du tout prévu cela. Quand il publie son ouvrage, et non seulement il l'a prévu, mais même en 1963, quand il publie La crise mondiale de 1965, il n'évoque même pas, à la limite, le grand événement de 62. Il en minimise les effets. Pourquoi? Parce que, c'est en tout cas mon interprétation, parce que il est proche de la cause communiste. Ça a transparé en permanence dans son ouvrage La crise mondiale, puisqu'il donne rendez-vous en 1965 pour le moment où la Russie, le bloc, va rattraper les États-Unis. Or, la stratégie communiste, c'était de minimiser le repli de 1962, de ne pas en faire une affaire. Et il semble que Barbeau se soit conformé à cette volonté de ne pas monter en épingle l'affaire de Cuba. Donc, astrologiquement, il n'avait pas non plus intérêt à l'entériner, en quelque sorte, astrologiquement, par des configurations. D'où un silence étonnant par rapport à ça. Tout ça, ce sont des considérations, vous me direz qu'elles sont un peu des digressions, mais il faut parfois revenir sur le terrain historique et sur le terrain idéologique. Et donc, Barbeau en 89, et quand on regarde ses travaux, on voit qu'il ne parle plus du tout, à cette époque-là, de cette échéance. Pendant toutes les années 80, il ne parle plus de l'échéance de 89. Il faut revenir à des publications de 1950, 1955, par exemple, dans Défense, illustration de l'astrologie, chez Grasset. Donc il faut revenir aux années 50. Alors que les années 60 ont complètement changé sa démarche théorique. Et à ce moment-là, bien évidemment, il retrouve dans ses papiers cette fameuse prévision qui est parue dans un journal provincial de Lyon, et qui était d'autant plus remarquable qu'elle précédait la mort de Staline. Et donc, non seulement il a réalisé un double succès. Il a annoncé la mort de Staline, enfin il a annoncé un changement majeur pour 1953 dans l'histoire de l'URSS, et il a annoncé, 36 ans après, un autre changement majeur, soi-disant,
parce qu'il faut voir ça aussi, 89, c'est pas la fin de l'URSS, 89. Hein. Pour 1989. Et là, il revient, bien entendu, sur cette réussite qui va éclipser tout ce qui va télescoper tous ses travaux entre-temps. Travaux des années 60, 70, 80. Parce que il est fasciné, comme moi je l'ai été aussi quelque part pour la prévision de 84, il est fasciné par ce succès. Et il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de dégradation de la pensée astrologique à partir des années 90, où on dit, ben voilà, il a annoncé ça, voilà. On ne cherche même plus à comprendre d'après quel système on a annoncé cela, d'après quelle théorie globale et générale on a annoncé cela. On n'en est plus avec je pense à certains astrologues comme ça qui disent moi j'ai annoncé ceci, moi j'ai écrit cela. On n'en est plus à une démarche astrologique véritablement cohérente. On est l'astrologue qui a dit ceci, qui a annoncé cela, et c'est bien suffisant. Et bien, ça c'est un dérapage regrettable. Ce qui fait la grandeur de l'astrologie, c'est justement sa démarche systématique, et systémique. Donc, moi, ma force, si vous voulez, ce qui m'a sauvé, c'est que je n'étais pas en train de chercher à compenser un échec majeur sur le plan prévisionnel, comme Barbeau pour les années 80, avec sa Troisième Guerre mondiale. D'autre part, je disposais d'un système bien établi au niveau de la conjonction et la disjonction, et je n'étais pas disposé, en définitive, à renoncer à la cohérence de mon système en incluant des résultats qui ne collaient pas avec mon système et dont l'interprétation, au bout du compte, était totalement problématique de toute façon et ne restait en surface. Et donc par conséquent, j'ai dit adieu la prévision pour 1995. Barbeau n'en est pas encore à dire adieu la prévision pour 1989.